Messieurs, dames, bien le bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel audio. Asseyez-vous confortablement. Aujourd'hui, on va tranquillement ensemble aborder le thème de la blessure d'injustice. Donc c'est un thème que j'ai pas encore abordé sur la chaîne, étrangement. Mais vous allez voir que j'ai ma réponse à cela, qui va venir juste après. J'ai, à contrario, par contre, parlé de la blessure du rejet, et les deux sont étroitement liées. Elles sont des alliés de choix, et elles trouvent leur force ensemble, vous allez voir. Donc la blessure du rejet, voilà, je vais pas trop revenir dessus, mais dans les grandes lignes, voilà, c'est une blessure assez incapacitante et qui altère littéralement notre confiance et notre estime, et elle nous empêche littéralement de se montrer authentique, vulnérable, et nous empêche donc une bonne connexion à nos émotions, ce qui fait que on va littéralement attirer à soi des scènes assez lunaires parce qu'on va être dans l'incapacité de donner autant que nous le voudrions, et donc on va recevoir quelque chose de complètement cassé proportionnellement à ce que l'on a envoyé. Et donc, on va dépendre d'un monde extérieur qui va nous rejeter sans cesse. Mais on ne peut pas vivre sans ce monde extérieur, donc on va accepter le rejet, sans être en capacité de poser des limites et sans être en capacité de contredire, de faire du mal aux gens parce qu'on n'aime pas ça. Sauf sous ego, bien sûr, où là c'est open bar. Et du coup, on vit dans un monde assez illusoire où on est très facilement déconnecté de la réalité et notre principal objectif est fuir cette vie qui nous semble complètement lunaire. Donc on va auto-saboter très facilement nos relations, on va très facilement aller dans une autre direction que celle où est le bonheur, la joie, l'amour. Et on va très facilement limiter les relations parce que ça va être très compliqué de les laisser prendre des proportions suffisamment grandes où on devrait, en toute normalité, se rendre vulnérable et être authentique. Voilà en résumé. Et c'est dans tout ce bordel que la blessure d'injustice vient prendre une place vraiment très particulière. Ici, cette notion, elle a un sens parce que dans beaucoup de sources sur les blessures de l'âme, on explique que c'est la blessure du rejet et la blessure d'abandon qui ont tendance à se déclencher le plus tôt dans l'incarnation. Ce qui, pour moi, et pour les personnes que j'ai pu connaître ou rencontrer, est totalement vrai. Mention à la blessure du rejet qui a tendance à se présenter le plus tôt, contrairement aux autres blessures. Donc, il est tout à fait possible pour un être avec la blessure du rejet de voir apparaître cette blessure dans le ventre de notre mère, de sa mère. Et la blessure d'abandon, c'est, selon beaucoup de sources en psychologie, ou notamment Lise Bourbeau ou quoi que ce soit, vraiment dans la petite enfance. Et les autres, donc on peut mentionner injustice, humiliation et puis trahison, ont tendance à se déclencher un petit peu plus tard, et notamment au moment de l'adolescence. Donc c'est intéressant cette idée, parce que le fait que ces trois blessures viennent être un complément de la première, c'est une idée intéressante. J'ai mentionné que l'on parlait très peu de la blessure d'injustice, mais on parle également très peu de la blessure de trahison et d'humiliation du chaser, qui sont tout aussi importantes. Pour moi, dans cette quête d'amour de soi et dans cette quête de réunion à soi, l'important c'est de se connaître, parce que on nous demande de s'accepter dans notre entièreté, donc on nous demande d'accepter nos qualités, nos défauts, de ne pas rechercher une surperfection, juste d'accepter qui nous pouvons être et se tolérer comme ça et s'aimer comme ça. Et il y a un prérequis, c'est de connaître qui l'on peut être et connaître toutes les facettes de nous-mêmes. Donc, étudier, creuser les potentielles autres blessures que l'on aurait pu expérimenter au-delà de notre blessure principale est pour moi quelque chose qui semble fondamental. Donc moi, cette blessure du rejet, j'ai eu l'occasion de vous l'exprimer dans plusieurs podcasts, mais cette blessure du rejet a été estompée, calmée, apaisée au moment de mon éveil spirituel en kinésiologie, avec des affirmations positives. Et ça s'est passé pendant toutes les étapes un petit peu croustillantes de ce lien que j'ai pu vous conter sur la chaîne. À partir de là, fait très intéressant, mais j'ai pu être en capacité de voir une personne m'envoyer une énergie de rejet, ou dans tous les cas, essayer de
titiller cette blessure du rejet, mais rien d'apparent à l'intérieur. Donc, une impression d'être hermétique à cette énergie-là, comme si plus rien ne résonnait avec cette blessure. Donc ça permet d'être pacifique par rapport à ce genre de situation, et donc d'être spectateur et non acteur de la scène. Donc pas d'enclenchement d'ego, de dualité, ou de colère, ou de frustration. Ça a été un exercice très intéressant pour se rendre compte que, à partir du moment où la blessure est estompée, où l'âme a réussi à acquérir cet apprentissage, eh bien, il n'y a plus de réaction corporelle ou émotionnelle. Et c'est ce que j'appelle, moi, la guérison d'une blessure. Au-delà de ça, eh bien, j'ai eu l'occasion de m'apercevoir que ma blessure d'injustice était toujours présente. Donc là, par contre, à contrario, quand quelqu'un vient titiller cette blessure d'injustice résonne, et donc déclenche des émotions, de l'ego et tout ça. Vous connaissez la scène. Étonnamment, que ça soit le reste de l'année 2024, après avoir estampé cette blessure du rejet, ou même l'année 2025, rien n'a été apparent dans mon monde extérieur, ou même en termes de compréhension, de conscientisation, pour que je mette l'accent et l'attention sur cette blessure d'injustice. Rien d'apparent. Rien ne m'a sauté aux yeux, tout... Il n'y a pas eu spécialement l'indication de m'orienter vers cela. Autant j'ai dû parcourir énormément de thématiques, comprendre beaucoup de choses, on m'a amené beaucoup de choses aussi pour que je mette mon attention dessus. Il y a eu une infinité de préoccupations, bien évidemment, mais par contre, il n'était pas encore temps de s'occuper de cette blessure d'injustice. 2026 commence, et là, pas mal de petites choses assez particulières interviennent dans mon monde extérieur. Des personnes qui, vraiment, pour moi, étaient des acteurs, des prétextes pour la source, pour me montrer que cette blessure était là et qu'il était peut-être temps de s'en occuper et de la libérer. Donc ce fut pas... voilà... En toute transparence, bien sûr, il n'était pas forcément agréable de recevoir ces messages-là de cette manière-là, mais ok. Moi, j'essaye de prendre tout du bon côté des choses, et donc le but a été d'essayer de faire de l'introspection, de l'analyse et de la réflexion autour de cette blessure et comment elle impactait ma vie. Bon, ça a été assez surprenant parce que, effectivement, la blessure d'injustice a cette mauvaise facette de créer une espèce d'illusion en nous donnant l'impression que nous sommes vraiment nous-mêmes, et au final elle se cache dans pas mal petites facettes de nos choix, décisions, et mine de rien, dans ce que l'on attire, ça peut se retranscrire. Est donc venu ce moment d'essayer de vous conter un petit peu comment, pour moi, elle s'est manifestée. Elle peut vraiment prendre une multitude de formes, et je vais vous narrer un petit peu comment moi, elle s'est enclenchée. Déjà, on peut prendre un exemple avec le chaser qui a ce naturel de, pour essayer d'obtenir de l'amour, va énormément donner et donc très peu recevoir. Donc ça c'est un fait, en simplifiant énormément les choses. Mais se donner et recevoir au niveau de l'amour, il a tendance pour une chaser ou pour une personne avec la blessure d'abandon à fonctionner comme ça. Une personne avec la blessure d'abandon va beaucoup donner et, en général, peu recevoir. Et si on vient y mêler la blessure de trahison, eh bien elle va envoyer de l'amour et récolter beaucoup moins, et en plus de la trahison, pourquoi pas. Ça c'est un fait, ça arrive à beaucoup de personnes et on m'a narré beaucoup d'histoires comme celle-ci. La blessure du rejet, pour le runner, elle ne fonctionne pas vraiment comme ça, parce que la blessure du rejet n'est pas la blessure qui va nous amener à faire beaucoup en soi. Parce qu'on va plutôt essayer de se faire le plus discret possible et de faire le moins possible et d'être vu le moins possible et de fuir beaucoup. Donc c'est pas cette blessure-là qui nous amène à faire énormément et récolter très peu, c'est cette blessure d'injustice. Et donc ça, je peux totalement en témoigner, messieurs, dames. Il est vrai que, en revenant sur toute ma vie, à partir du moment où elle s'est déclenchée, ce principe s'est enclenché également. C'est-à-dire ce fait de prendre certains plans de ma vie, de faire limite un don de soi pour récolter très peu, ça a été une constante sans fin. Là où ça devient très intéressant, c'est si on commence à y inclure le lien de flamme jumelle, donc ensuite cette histoire avec mon ex-chaser. Moi, personnellement, en tant que runner, je considère que j'ai fait beaucoup
dans ce lien. J'ai essayé de beaucoup donner, j'ai essayé de faire beaucoup de choses et j'ai essayé de beaucoup donner. Voilà. Là-dessus, je ne laisserai personne contredire cette idée. Parce que personne n'a pu voir tout ce que j'ai essayé de faire. Il est bien connu que les runners ont tendance à très peu faire. C'est très souvent cette tendance qui est mise en avant. Et je ne suis pas d'accord avec ça, parce qu'il y a une manière de changer de perception. Je considère que j'ai énormément donné. Sauf que la manière dont j'avais de donner n'était pas du tout le besoin qu'elle pouvait avoir. Et à partir de là, ce que je pouvais donner lui apparaissait comme minuscule. Elle avait besoin de beaucoup plus, et elle avait besoin d'autre chose. Sauf que ce dont elle avait besoin, selon la définition de lien de flamme jumelle, ou selon comment je l'ai perçu, je n'étais pas en capacité de lui donner. Donc elle avait un besoin émotionnel, affectif, d'amour, que je n'étais pas capable de combler. Cette information n'empêche absolument pas cette impression que j'ai d'avoir beaucoup donné et de l'avoir fait. Simplement, est-ce que réellement, concrètement, on peut juger ce que quelqu'un donne si ce qu'il donne est bien inférieur à ce dont nous avons besoin? Je ne pense pas. Ici, on parle de deux êtres blessés, donc le fait que je n'ai pas répondu à son besoin ne veut absolument pas dire que j'ai pas énormément donné. Et ce principe-là, effectivement, c'est la blessure d'injustice. Pourquoi ? Parce que la blessure d'injustice met un petit livre dans la bibliothèque qui est notre inconscient. C'est celui que on va devoir énormément faire et énormément produire pour tenter de récolter, parce que c'est en produisant énormément que l'on peut espérer mériter ou être aimé. Ce n'est pas un livre qui est généré par la blessure du rejet, ce livre. C'est vraiment un livre qui est généré par la blessure d'injustice. Ce qui fait que professionnellement, au niveau de la famille, au niveau des amis, au niveau du sentimental, on peut avoir cette impression d'énormément donner, mais on va irrémédiablement recevoir quelque chose de négatif en retour. Donc ce que je trouve très intéressant ici, c'est que deux blessures différentes peuvent amener un donner et recevoir identique. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Ma passion dans la vie, c'est d'essayer de créer des convergences. Je vais pas mal le répéter dans des podcasts. J'ai l'impression que j'aime le faire parce que j'ai envie de rassembler, parce que j'ai envie que les gens voient le positif au lieu de se concentrer sur le négatif. J'ai envie d'aider les gens à aller dans une direction, j'ai envie d'aider les gens à s'améliorer, à changer leur perception, à essayer de voir le bon côté des choses. Si moi j'ai réussi, je sais que tout le monde peut le faire, et j'ai envie d'inviter les gens à le faire. Et rien que ce genre de petite idée, vous voyez, pour moi, c'est très intéressant, et ça a un potentiel assez énorme. Petit fait, mais grand potentiel. Je considère que cette blessure d'injustice m'a poussé à faire énormément dans cette relation, et pourtant, j'ai fini par être perçu comme un mec qui donne absolument rien. Et ça, c'est très particulier, et en soi, ça, c'est injuste. Une autre facette de la blessure d'injustice, c'est ce fait de ne pas être en capacité de bien gérer, d'être témoin d'une personne à qui il arrive quelque chose de négatif. Je m'explique. Typiquement, quand quelqu'un de mon environnement, donc quelqu'un à qui je laisse de la place, donc de la famille, des amis ou cette femme, eh bien, s'il lui arrive quelque chose de mal, si quelqu'un lui a fait du mal, il y a le choix de réagir avec empathie, avec écoute, avec attention, avec sensibilité, pour lui offrir quelque chose qui répond à son besoin. Une personne là qui nous raconte une histoire et qui a de la peine, ce qu'elle cherche, c'est surtout le besoin d'être compris, le besoin d'être écouté, le besoin d'être rassuré peut-être. La blessure d'injustice nous empêche d'incarner ça. À chaque fois que quelqu'un que j'aimais a vécu quelque chose de difficile et qui me l'a narré, automatiquement ce qui naissait en moi c'était de l'injustice, donc de la colère, de la frustration, avec cette sensation que là cette personne c'est n'importe quoi qui lui arrive ça, elle mérite pas ça, elle mérite de vivre de belles choses, et là c'est n'importe quoi, ça devrait pas être, c'est une situation qui ne devrait
pas exister. Donc là en soi c'est assez contre-instinctif parce que la personne nous explique quelque chose dans le but d'obtenir aussi quelque chose, hein. Là elle se montre vulnérable pour espérer obtenir quelque chose d'assez sain, et en réalité elle va obtenir quelque chose de totalement disproportionné, quelqu'un qui là réagit émotionnellement alors que ce n'est pas lui qui a vécu le scénario. Et ça oui ça a été une constante, et mon ex-chaser qui a eu une vie très compliquée, comme beaucoup de chasers, mais voilà, moi j'ai été témoin de son histoire, donc ça a fait naître une quantité astronomique d'injustice en moi. Et quelle a été la conséquence de ça ? Me sentir complètement dans l'incapacité de combler son besoin émotionnel. Et donc là, plus j'ai été témoin de son mal-être, plus à l'intérieur de mon esprit était logée l'information que je ne pouvais pas combler son besoin et combler tout ce qui lui arrivait de négatif dans la vie. Et là, ça fait écho à la blessure de rejet qui nous dit qu'on n'est pas suffisant, qu'on n'est pas assez, qu'on n'a pas les capacités, la mauvaise confiance, la mauvaise estime, et c'est un cercle qui s'entretient comme ça. Donc, ici, vous l'aurez compris, mon message, c'est quoi ? C'est, avec le peu que je viens de vous dire, quelqu'un avec la blessure du rejet et d'injustice, où croyez-vous qu'il va se diriger ? Eh bien, il va se diriger exactement là où vous croyez qu'il va se diriger, c'est-à-dire tête en avant, direction le mur, tout simplement. C'est impressionnant comment ces deux blessures fonctionnent et peuvent complètement handicaper émotionnellement quelqu'un. Cette blessure d'injustice, elle se traduit aussi d'une autre manière, c'est cet aspect rigide. Donc selon le livre de Lise Bourbeau qui mentionne les masques, la blessure d'injustice amènerait le masque du rigide. Donc c'est-à-dire effectivement une rigidité au niveau de ses émotions, et donc ça se traduit par le fait d'être très dur envers lui-même et d'avoir une vision unique des choses et la suivre. Ne pas écouter les siennes, laisser très peu de place aux visions différentes et ne suivre que la sienne, c'est lui qui a raison. Et en plus de ça, il va mettre une rigidité au niveau de ses émotions, il va très peu les laisser être visibles. Donc c'est une barrière supplémentaire à l'authenticité et à la vulnérabilité. Et en plus de ça, c'est la blessure qui nous amène cette difficulté à demander de l'aide. C'est-à-dire que moi, ça fait très longtemps que j'estime mériter de pouvoir me débrouiller par moi-même. Donc ça fait que depuis presque toujours, depuis que cette blessure s'est déclenchée, j'ai une difficulté assez extrême à compter sur les autres, à déléguer et à demander de l'aide quand j'en ai besoin. À chaque fois que la vie me met dans une situation où j'ai besoin d'aide, ce qui est arrivé une multitude de fois, pas pour rien, pour mettre en lumière cette blessure, c'est pour mettre en lumière le fait à quel point c'est difficile de demander de l'aide en fait. C'est très difficile parce que c'est injuste de ne pas réussir après tout ce temps, après toute cette expérience, tout ce que j'ai découvert, tout ce que je sais, tout ce que je crois savoir, de ne pas réussir à me débrouiller tout seul. Et ça c'est compliqué. Parce que autant depuis un moment, prier, demander de l'aide au divin, demander de l'aide au guide, ce n'est pas un souci en fait, c'est quelque chose que j'arrive à faire. Donc les sources d'énergie, les sources divines, ce n'est pas un problème de leur demander de l'aide, des conseils, et j'en ai toujours eu, sauf en nuit noire. Mais demander de l'aide à une personne qui potentiellement a un jugement, c'est compliqué. C'est compliqué parce que j'ai eu l'occasion de déjà vous l'expliquer ça, mais la vie me met pas seulement dans une situation où j'ai besoin d'aide, la vie me met dans une situation où l'aide que je vais demander est sous forme de crédit. C'est-à-dire que on reçoit quelque chose, mais on ne prend pas conscience qu'il y a en plus un petit prix à payer, une petite taxe ou un petit taux supplémentaire. Donc du coup, ça crée un espèce de cycle comme ça que la blessure d'injustice a entretenu, c'est-à-dire ce fait de, malgré tous les efforts investis dans quelque chose, je vais récolter quelque chose de pas du tout à la hauteur de l'effort investi. Je finis par avoir besoin d'aide, et l'aide que je récolte est plus chère que ce qu'elle aurait dû coûter.
Et là, effectivement, on commence à entretenir quelque chose de très négatif et lourd à porter et qui finit par altérer notre vision de nous-mêmes, parce qu'évidemment, on finit par se dire qu'on n'est absolument pas normal et que le problème vient de nous, évidemment. Donc c'est en partie vrai, mais moi je m'attache à la phrase de nous ne sommes pas nos problèmes. Les problèmes sont des énergies, des faits, des situations, c'est des messages, voilà, c'est quelque chose qui ne nous appartient pas. Si on nous enlève là en claquant des doigts nos blessures, nous ne sommes en aucun cas ce genre de situation. Nous attirons autre chose, nous attirons mieux, il y a l'alignement, il y a tout, c'est tout merveilleux, tout super. Donc nous ne sommes pas nos problèmes en soi. Nous ne sommes pas ce que notre monde extérieur nous renvoie. Tout ça sont des informations. Mais c'est un moyen totalement logique et inconscient de finir par se blâmer soi. Aujourd'hui, si je devais faire le bilan de cette blessure d'injustice, effectivement, j'ai l'impression de ne plus correspondre du tout à toutes les lignes que peut exprimer cette blessure d'injustice, mais typiquement par exemple le fait d'être constamment à la recherche de la productivité, de surproduire, de se lancer dans plein de projets en même temps, et puis cette difficulté à déléguer, je vais être honnête avec vous. Typiquement je veux mettre sur la création d'une application mobile, et dans ma tête j'allais la faire moi-même. Et puis là, j'ai eu une merveilleuse petite possibilité qu'on la fasse pour moi. Et dans ma tête, tout ce qui résonne, c'est mais je voulais la faire moi-même. Oui, c'est une super possibilité, mais je voulais la faire moi-même. Vous voyez, c'est handicapant de ne pas réussir à déléguer. Et il y a ce fait de se lancer dans plein de projets en même temps, de s'user mentalement, de s'user énergétiquement, parce qu'il y a une course à la productivité. Et en plus de ça, au niveau de la rigidité mentale, donc c'est-à-dire ce fait d'avoir du mal avec des informations contraires, je me trouve quand même très très souple et avec une énorme capacité à accepter un discours opposé. J'ai l'impression qu'on peut... Mon objectif dans la vie, c'est de réussir à discuter de tout calmement, un discours sain, un discours calme. Vous voyez, j'aimais beaucoup la politique il y a quelques années. Aujourd'hui, juste voir deux personnes qui s'embrouillent pour de la politique, pour moi ça n'a aucun sens, donc pour moi il n'y a plus de politique. Parce que c'est ça que la politique renvoie, pourtant la politique c'est pas ça, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est ce fait de fuir une situation où des personnes ne sont dans l'incapacité de se laisser de la place et se comprendre. Pour moi c'est débile. On peut réussir normalement à discuter de n'importe quel sujet calmement, c'est une expression. Un avis est une expression de soi, on partage avec quelqu'un notre perception des choses. Le but est de ne pas l'imposer, mais en soi, ça devrait être la même chose en face, c'est quelque chose de calme, quelque chose de tranquille. Et c'est pour ça que je préviens lorsque j'essaye d'émettre une vérité qui pourrait être universelle. Sinon, c'est ma perception des choses. Et donc, sur les 100% de commentaires que j'ai pu avoir jusqu'ici, il y a 90% de commentaires absolument incroyables et lumineux et 10% de personnes qui, je ne comprends pas pourquoi, mais réagissent mal à mes propos et y mettent un ego, une dualité incompréhensible. Ils se sentent peut-être pointés du doigt, jugés, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, ces 10%, je ne les comprends pas, parce que ne pas réussir en étant flamme jumelle, après avoir dépassé certaines étapes, ne pas réussir juste à fournir un contre-argument calme, c'est quelque chose que je comprends pas, voilà. Cette blessure d'injustice trouve merveilleusement sa place à côté de la blessure du rejet. C'est deux alliés vraiment précieux. C'est une mine d'informations, et pour révéler le vide abyssal que nous avons à l'intérieur, elles sont très très fortes. Elles ont été vraiment un handicap émotionnel brutal. Aujourd'hui, malgré qu'il y a encore cette blessure d'injustice, j'arrive à me montrer vulnérable, j'arrive à me montrer authentique, et puis parler de moi, ne pas avoir de tabou, parler de tout, et puis c'est que dans de très rares situations où au final l'ego apparaît pour se défendre vis-à-vis de cette blessure. Et aujourd'hui, je réussis à prendre de la distance avec la difficulté vécue par une autre personne. Je réussis à réagir de manière beaucoup plus saine et à offrir de l'empathie, voilà, une réaction plus saine. Mais je comprends aujourd'hui le runner dans ses mécanismes parce que la blessure du rejet est déjà un handicap très très fort, mais si on vient y mettre cette blessure d'injustice, c'est évident que ça va être un être complètement cassé, complètement brisé, et qui n'a pas la force mentale ou l'énergie pour réparer les morceaux. Il y a beaucoup trop d'infimes petits morceaux, ça prendrait une éternité de les recoller.
Et il en va de même avec une chaser, hein. La blessure de trahison et d'humiliation ne rigole pas du tout, hein. Je suis pas là en train de faire une compétition victimaire, je vous rassure. Moi, mon but est surtout d'offrir, là, aux premiers cheminants, qui la plupart du temps sont des chasers, les inviter à obtenir des informations qui permettraient de comprendre mieux leur autre. Parce que comment se comprendre soi, comment comprendre le lien et comment détourner le regard et avancer sur cette route vers soi-même si on ne comprend pas son autre, c'est très compliqué. C'est pas un exercice facile de comprendre un être qui à la fois nous ressemble tant, mais à la fois est diamétralement opposé. C'est ça cette espèce d'effet miroir particulier, c'est qu'on est à la fois deux extrêmes, mais deux personnes assez identiques au final. Donc oui, la manière dont cette blessure d'injustice se traduit est vraiment... Je dirais que le principal problème est au niveau de la gestion de l'énergie, parce qu'au final on dépense beaucoup d'énergie pour prendre de la confiance en soi, et au final on récolte tout le contraire, donc c'est une confiance qui se voit altérée, et il faut une force mentale assez développée pour pouvoir contrecarrer ça, sauf que c'est une force mentale qui est déployée sous forme d'énergie dans un truc qui récoltera le contraire, et c'est sans fin, vous voyez. Donc voilà, je sais pas si j'ai été suffisamment précis ou clair, et mon but maintenant est effectivement d'apaiser cette blessure-là, et c'est ce que je suis en train de faire. Il a fallu déjà avoir une vision d'ensemble de comment elle peut se traduire, comment elle prend place, et puis à quel point on peut être conditionné par elle, à quel point on peut avoir une vision de soi qui nous renvoie à l'idée que c'est ce que nous sommes, vous voyez. Et au final, cette blessure prend un petit peu trop de place pour que nous puissions être incarnés encore complètement pleinement. Il serait pas surprenant que le fait d'avoir estompé cette blessure du rejet ait donné lieu à cet éveil spirituel et que potentiellement il faut en envisager un autre. Un éveil spirituel, est-ce que ça serait pas à chaque fois que l'âme franchit une certaine étape, monte d'un étage, et qu'un autre éveil m'attend? C'est une possibilité, j'y ai beaucoup réfléchi. Et du coup, au lieu de voir ça comme quelque chose de négatif, j'essaye de voir ça comme une force, comme un apprentissage qui va être intéressant, et de voir où je pourrais en être après tout ça, et j'aurai du plaisir à vous le raconter. Voilà, messieurs, dames. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a été intéressant, et que ça vous sera utile sur votre chemin, dans vos compréhensions, et puis que même si vous le saviez déjà, et bien que ça a été un moment intéressant en ma compagnie. C'était un plaisir en tout cas, il y a beaucoup de choses qui vont arriver ces prochaines semaines. J'espère que ça vous plaira. Je vous dis à bientôt dans un prochain podcast. Portez-vous bien. Ciao.